à tous, ça va la vie? Ouais, cool. Je ne suis pas sonorisé, voilà, c'est uniquement pour enregistrer dans le cadre de la captation de la conférence. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas filmé, on vous voit de dos. Donc tout est OK. Alors pour commencer, en levant la main, qui n'est jamais venu dans cet espace, s'il vous plaît? Jamais. OK, baissez les mains. Dans ceux qui ont levé la main, quels sont ceux qui habitent Bailly et Noisy qui ne sont jamais venus dans cet espace en levant la main? Voilà, c'est honteux. C'est honteux parce que Image a 22 ans d'existence. Donc notre espace existe depuis 22 ans, pardonnez-moi. Et en gros, pendant 21 ans, on a principalement fait des actions jeunesse, même si ponctuellement, on faisait des actions tout public. Mais depuis janvier, maintenant, on a un agrément espace de vie sociale de la CAF qui nous autorise et légitime notre action sur tous les publics pour faire de l'animation sociale sur l'ensemble du territoire. Cette phrase est terriblement longue à dire, sans respirer. Voilà, donc pour faire taire les rumeurs, pas d'obligation d'être adhérent pour venir profiter de nos espaces. Vous vous sentez libre, vous venez comme vous êtes et on vous accueillera à bras ouverts. Dans le cadre de l'animation sociale des territoires de Bailly-Noisy, nous avons souhaité lancer un cycle de conférences autour de la parentalité parce qu'on est plusieurs à être passionnés par ce sujet, le sujet de l'éducatif, du pédagogique et autres. 2-3 informations par rapport à ça, s'il vous plaît. On a besoin de votre aide. Une affiche jaune se trouve sur la porte. Vous avez un QR code. Si vous scannez ce QR code, vous pouvez mettre un avis sur un moteur de recherche dont je tairai le nom. Ce qui nous permet d'accroître notre visibilité parce que nous avons fait le choix de ne pas avoir de site internet, mais uniquement une Google Page qui fonctionne très bien. Nos réseaux sociaux sont magnifiques. Mais voilà, ça nous aidera beaucoup. Deuxième chose, alors nous avons une association qui s'appelle le Réseau des parents, commence à arriver sur le territoire de Noisy-le-Roi. Et je ferais presque une blague en disant « et pas Bailly ». Mais voilà. Donc j'ai mis une affiche aussi du Réseau des parents qui est à gauche du tableau blanc. Vous avez un QR code qui vous permet de répondre à un questionnaire parce que la première étape par rapport au réseau des parents qu'on a rencontré donc, mardi dernier, la première étape, c'est déjà de faire une analyse des besoins des parents. Donc, il y a un questionnaire, vous pouvez y répondre et à partir de là, ils vont mettre en place des choses. Pour nous, en gros, on profite du cycle de conférences qu'on met en place pour lancer un bar à papa. Il y a quelques papas dans la salle. Hein. Donc voilà, moi je suis animateur d'un bar à papa depuis à peu près 13 ans sur Marly-le-Roi et les environs et j'ai jamais lancé de bar à papa sur mon lieu de travail. Donc voilà, là je profite, je peux le faire. Donc le 15 novembre, bar à papa, espace de discussion pour les papas, uniquement pour les papas. C'est la maquette du flyer. En attendant mieux. Nous avons une magnifique programmation, mais ça, tout le monde le sait. Et pour faire le lien avec Antonine, sachez que actuellement nous utilisons un outil pédagogique qui s'appelle les fables de Gunther. Donc j'imagine que vous ne connaissez pas. Et c'est un très bel outil pédagogique et on travaille directement avec eux pour développer cet outil sur Bailly et Noisy. Actuellement, nous travaillons avec des maternelles et des 6e, 5e. Uniquement sur l'école, pour le moment, sur l'école Montessori Athéna. Voilà, désolé, c'était un peu long. Je vous présente Antonine. Franchement, donc elle va se présenter elle-même, mais moi je tiens à dire qu'Antonine, elle nous a trouvés et on s'est tous trouvés. Elle est venue dans le cadre d'une réunion publique par rapport justement à l'analyse qu'on faisait sur l'espace de vie sociale. Donc en fait, elle est venue sur une réunion publique et c'est là qu'on a commencé à discuter. Et avec Juliette, donc ma collègue que vous avez certainement rencontrée à côté, on a adoré la rencontre avec Antonine et on a tout de suite, on s'est rapidement projeté en se disant qu'on avait envie de bosser avec elle. Donc on est partenaire depuis l'année dernière avec Antonine et c'est la première fois où enfin on peut lancer un événement
autour de la parentalité. Donc c'est avec grand plaisir que vous allez passer un moment avec Antonine. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. On n'a pas fermé les portes. Voilà. Voilà. Si, mais... À toi Antonine, je te passe la main. Merci. Eh ben... Ah. Bonjour. Bienvenue à tous et toutes. Merci vraiment d'être venus ici. Alors, est-ce que vous êtes venus de votre plein gré? Oui. Super, voilà. Merci alors. Et puis, parce que en fait, je vois quelques hommes. Je sais pas, comment ça se passe Vous êtes venus... quelqu'un vous a obligé à venir ou non, ça va? Non. Bon. Parce que, la prochaine conférence, je serai avec des personnes qui sont obligées de venir. Et c'est pas... Oui, ça s'appelle des journées pédagogiques pour les professionnels de l'enfance. Voilà. Donc, je suis très contente que vous soyez tous venus de votre plein gré, alors, puisque, du coup, je pense que ça devrait vous intéresser. Déjà, pour commencer... qui je suis. Voilà, je suis coach consultante en parentalité et éducation. C'est quoi ça? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça fait? C'est pas forcément très connu. Allez-y, vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui. Je pense qu'on va aider les familles, peut-être même les enfants, dans le cas de certaines peut-être difficultés rencontrées au sein de la famille, soit de communication, soit pour aider à améliorer les choses. Je dirais les parents. Tout à fait. Aussi, les parents aussi, c'est ça. Famille, enfants, parents. L'ensemble, effectivement. On prend plutôt l'ensemble de la famille si c'est possible, ou les parents seuls. En fait, ça va dépendre de la problématique. Mais on travaille en systémie, donc plutôt avec l'ensemble de la famille quand le problème a l'air de concerner en tout cas l'ensemble de la famille. Voilà. Et du coup, les problématiques, en fait Alors, les problématiques, qu'est-ce que ça peut être? L'adolescence, c'est une problématique, c'est un âge de la vie, mais effectivement. Alors, le genre de choses que j'entends souvent quand les gens viennent me voir, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Ouais. Qui est concerné par une de ces phrases? Enfin, si vous arrivez à lire, hein. Vous voulez que je vous les lise? Est-ce que vous voulez qu'on... Allez-y, levez la main, ceux qui sont concernés par au moins une phrase. Ah oui, c'est quand même la majorité. Après, il n'y a pas que celle-ci. Hein. Voilà, c'est aussi ce que j'accueille souvent. Voilà, ce qu'on aimerait avoir. Là, avant, c'était plutôt les difficultés. Maintenant, c'est plutôt ce que voudraient les parents. Donc, de l'autonomie des enfants. Voilà, résoudre les peurs des enfants. Qu'ils apprennent quand même à vivre ensemble, à gérer leurs émotions, bien sûr. Pour que ça se passe bien avec les autres, avec les parents, avec les enseignants, avec tout le monde. Comprendre ce qui se passe. Des fois, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On aimerait y voir plus clair et on a l'impression qu'il nous manque des billes. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses-là. Voilà, j'ai fait une petite liste non exhaustive. Mais voilà, c'est sur ce... Voilà, par exemple, hein, je l'entends. Des fois, c'est vraiment ça le sujet. Tout dépend, voilà, des valeurs de chacun aussi, des priorités. Et puis,
Ouais, je pense que celle-là, oui, c'est bon. J'aimerais qu'il ne soit pas affecté par le décès de sa grand-mère. C'est un peu... Ben, en fait, des fois, il y a des choses un peu moins rigolotes que la première phrase. Mais j'aimerais qu'il ne soit pas affecté. Donc, ça veut dire, j'aimerais que s'il y a un deuil dans la famille ou de quelqu'un de proche, qu'il n'en souffre pas. Du coup, c'est pas de la psychopathie si on n'en souffre pas avec une perte, du coup? Parce qu'on n'est pas Non, dans c'est... la demande de je veux que mon enfant ressente pas les choses ou manifeste pas les choses. On peut en parler. En tout cas, là, je vous dis juste ce que j'entends, ce avec quoi les parents viennent. Mais effectivement, c'est important qu'ils puissent ressentir les choses. Voilà, les exprimer. Et oui. Mais le deuil, c'est un vrai sujet. Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur la mort, sur la façon dont on ce qu'on fait en fait avec la mort dans notre société, dans notre socioculture. C'est pas forcément, ça fait pas toujours partie de la vie, alors que ça pourrait un peu plus en fait. Et des fois, on a envie de protéger en fait nos enfants, c'est normal. Mais on se dit, est-ce qu'on les emmène aux enterrements? Est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce qui est le mieux en fait finalement pour qu'ils vivent ça au mieux? Et ça peut commencer avec j'ai mis son cheval, bon, ça peut être son cochon d'Inde ou ça peut être n'importe quoi d'autre, mais en réalité, c'est déjà un petit deuil et ça prépare au deuil futur. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses que j'entends. Alors, maintenant, si je vous demande à quoi ça sert j'ai pas fini de me présenter, peut-être, oui. J'ai des signes... Ah oui. Alors, oui, j'ai pas fini de me présenter. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je fais effectivement des séances, donc famille, enfants, parents. J'anime aussi des conférences pour toutes sortes de publics et des formations pour les professionnels de l'enfance. Les parents, on appelle ça plutôt des ateliers, même si on aurait besoin peut-être des fois d'être aidé pour apprendre à être parent plus facilement. Et puis, voilà. J'interviens dans les écoles, dans les crèches, soit pour des ateliers pour les enfants, pour leur apprendre à gérer les émotions. J'ai aussi un atelier médiation par les pairs, donc leur apprendre eux-mêmes à être médiateurs entre eux, pour prévenir le harcèlement, par exemple. Et puis pour les enseignants, voilà, pour former à toute la gestion du groupe, la gestion de tout ce qui est relationnel, émotionnel dans la classe, en fait, toutes les compétences psychosociales qui auraient besoin d'être soutenues. Voilà. Le harcèlement, j'en fais moi. Oui, le harcèlement, oui, je forme aussi au harcèlement là. Par exemple, là, j'ai une formation sur le harcèlement, enfin, sur prévenir le harcèlement et sensibiliser les enfants au harcèlement pour des animateurs en périscolaire. Voilà. Après, je travaille aussi avec donc, les professionnels de crèche, etc. Enfin, voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà. Et donc, si je vous pose la question déjà, est-ce que vous savez, vous, ce que c'est une émotion? Ce sont des indicateurs, les émotions. Des indicateurs. Indicateurs de quoi? C'est comment un signalement du corps par rapport à quelque chose. Mmh. C'est un signal du corps par rapport à quelque chose qui nous met en mouvement. Voilà, ça déclenche une action. C'est pour déclencher une action évolutivement. Pour normalement réagir, donc oui, agir. Et il y a une mise en mouvement. Dans émotion, il y a motion, effectivement, qui signifie mouvement, et le « e », qui est le préfixe, qui est pour « ex », donc sortir en fait un mouvement de vie, d'énergie. Donc par rapport à quelque chose, ça vous n'avez pas forcément dit par rapport à quoi. C'est quoi le déclencheur? Par rapport à un stimuli. Un stimuli, ouais. Qui est plutôt...
intérieurement ou extérieurement. Qui est plutôt puissant parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, voilà. Donc, une émotion, c'est donc effectivement un mouvement vers l'extérieur pour mettre une forme de pression, de tension qui est montée à l'intérieur de nous. Et ça se déroule en 3 temps. Il y a la charge, donc une charge d'énergie. Voilà. En fait, on réagit à un déclencheur extérieur. Donc, ça, c'est ce que vous avez plus ou moins dit. C'est une réaction physiologique, donc déjà, c'est pas maîtrisable. C'est physiologique. On est tous faits pour avoir des émotions. Ça ne se maîtrise pas. Par contre, voilà, en général, par contre, on va pouvoir les gérer, mais ça, on le verra plus tard. Et après, ça se déroule en 3 temps. Donc, il y a une charge d'énergie, une phase de tension, un plateau, comme voilà, on a comme cocotte minute un petit peu. Et puis, après, il y a la décharge. Donc, ça s'exprime d'une façon ou d'une autre. Ce qui est à retenir, c'est qu'elles sont universelles, c'est-à-dire que si vous regardez dans tous les pays du monde, ce sont exactement les mêmes émotions de base, donc celles que j'ai mis en bas au nombre de 8. La colère, la surprise, la honte, la peur, la joie, tout ça, c'est des choses qui sont universellement ressenties de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes sensations physiques, les mêmes marqueurs physiques, donc la respiration, le rythme cardiaque, les mimiques et puis les mouvements aussi qui vont avec chacune des émotions qui ont chacune leur signature spécifique en fait. Donc tout ça c'est universel. Donc il n'y a pas on a telle émotion dans tel pays, c'est tous les mêmes et ce sont des réactions qui sont spécifiques à chaque fois à un déclencheur particulier. Je vais y revenir. Elles ne durent que quelques minutes, en moyenne 90, donc c'est une moyenne, hein. Ça peut durer jusqu'à peut-être 10 minutes, mais si c'est plus, a priori on est dans autre chose. Oui, pardon, 90 secondes, merci. C'est plutôt, voilà, 1 minute et demie. Toutes les émotions naturelles, donc là on parle des émotions naturelles, sont fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ont une fonction que je vous montre rapidement. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, pour chaque émotion, on a une modification dans le corps qui est plutôt bien définie et qui ne change pas suite à un déclencheur qui va être bien spécifique à chacune des émotions. Ça ne sera pas le même pour chaque émotion. Et puis, chacune des émotions a une fonction vitale, en fait, hein, de survie. Donc, par exemple, la surprise est là pour vraiment allumer l'attention, le qui-vive, pour être attentif à quelque chose, parce que soudain, il y a quelque chose de pas prévu qui se passe. La peur, assurer la survie, etc. Je passe exprès, c'est juste pour vous dire que vraiment, il y a une classification des émotions, et là, il y a la suite. Mais voilà, chaque émotion a vraiment sa propre fonction, son propre rôle dans la vie. Et voilà, et du coup, je reviens juste là-dessus. Avant de passer à la suite, je vais vous demander de participer. Je vais avoir besoin d'un parent et d'une maîtresse pour un jeu de rôle. Qui va avoir le courage de venir ici pour le jouer? C'est comme vous voulez. Et je vais vous dire quoi faire, bien sûr, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de parents maltraités ici. Là, vous avez dit 3 oui en même temps, c'est comme vous voulez. Bah, allez-y, venez. Donc, le parent. L'enfant. Ah non, l'enfant est déjà pris. Ah oui, le parent et la maîtresse. Le parent, et j'ai besoin d'une maîtresse aussi, du coup. Qui veut faire la maîtresse? C'est un plus petit rôle. Je ne sais pas si c'est facile de passer. Donc, le parent, et puis l'enfant. Alors, l'enfant, j'ai pris un vrai enfant. Voilà, c'est la mienne.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il va sortir de l'école. Donc, l'école, on peut dire que c'est on peut dire que c'est là. Voilà, donc c'est la sortie. C'est le matin? Quoi? Non, c'est la sortie d'école. Donc là, toi, tu es à l'école avec ta maîtresse qui t'a pas encore lâché parce que maman n'est pas encore arrivée. Donc, voilà, situation classique. Et le parent, alors le matin, c'est vrai que le matin, si, attends, pardon, tu as raison. Le matin, alors est-ce que tu peux te tourner un petit peu plus vers le public? Le matin, tu lui demandes ce qu'elle veut pour son goûter, pain au chocolat ou pain au raisin. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux pour ton goûter cet après-midi? Ça te dirait un pain au chocolat, un croissant? Non, un pain au raisin. Un pain au raisin. Bon, bah écoute, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ok, bon bah voilà, là, tu la déposes à l'école. Bonjour. Bonjour madame. Passe une bonne journée. Allez, je t'attendrai avec ton pain au raisin. Voilà. Non, tu vas en classe. Ensuite, bah, tu vas aller la chercher. Et puis, je vais te demander simplement, bah, tu vas arriver avec ton pain au raisin. Je ne sais pas où tu fais prendre le goûter à tes enfants d'habitude, dans la voiture, sur la route, chez toi. Bah, c'était sur la route, enfin à peu près partout, quoi, on va dire. Hein. D'accord. Ça dépend du moment. Ok. Des fois, j'ai pas le goûter aussi, ça m'arrive. Je suis pas parfaite. Ah oui, ça c'est... Mais là, tu auras quand même un goûter. Hein. Ok. Et puis, bah, tu vas arriver avec ton pain au raisin. Et donc, je vais te demander simplement, il va y avoir à un moment donné une émotion, surprise. Tu vas réagir de façon un peu empathique et bienveillante. Donc, tu vas accueillir son émotion, tu vas lui nommer son émotion et lui dire ah bah voilà, t'as telle émotion parce que ceci. Ok. Voilà. D'accord. Et puis bah, ensuite, je te laisse un peu improviser. Ok. Alors toi, toi tu vas lui dire à sa maman que tout s'est bien passé à l'école. Ok. Voilà. Ok. Bonjour. Bonjour. Ça a été ma puce? Oui, ça s'est très bien passé aujourd'hui. Ouais. Donc je la libère, voilà. Super. Bonne On a très soirée. bien travaillé. Bonne soirée. Super. Bon, ça a été ta journée? J'ai ton pain au raisin. Mais moi je voulais un pain au chocolat. Bah, tu m'as dit un pain au raisin, ma puce, ce matin? Bah, c'est pas grave, tu vas pas... Bah, t'es en colère? T'as passé une bonne journée? Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Allez, viens. C'est pas grave, ça va passer. Tu vas m'expliquer. Bon, allez. Moi je voulais un pain au chocolat. Bah, d'accord, bah, t'as changé d'avis dans la journée, ma belle. Du coup, moi, je voulais pas savoir, je pense bien. Je t'ai pris ton pain en raisin. C'est pas très grave. Hein. Ouais, allez. Bon, si tu veux, bon, c'est pas grave. Bravo. C'est bon, tu peux être contente maintenant. Merci beaucoup. Alors, oui, tu peux retourner, c'est bon. Tu peux te rasseoir aussi. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Juste un jour normal. Juste un jour normal. J'adore. Vivre quelque chose qu'elle a transféré, quelque chose de négatif, elle a transféré pour décharger, elle a transféré, c'est le choix inapproprié du goûter. Donc elle cherche l'attention de son parent, elle cherche la réponse à sa problématique, elle a besoin de l'adulte, son attachement pour la guider et pour l'apaiser peut-être, par rapport à ce qui s'est passé dans ce jour-là. Effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Il y a le fait que il y a l'attachement à sa maman, alors que la maîtresse a dit que tout s'était bien passé. Hein. Donc, pourquoi elle le fait avec sa Mais dans les yeux de sa maman? la maîtresse Ouais. n'est pas là-dedans. De l'enfant.
elle peut être là-dedans ou pas, effectivement, mais a priori, on ne sait pas trop. Ou alors elle ne l'a pas dit. Mais effectivement. C'est une colère qui a besoin à un moment donné de sortir d'une façon ou d'une autre. Elle l'exprime avec la personne dont elle se sent avec lequel elle se sent le mieux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? En fait, souvent, on nous dit « Ah, bah, il n'y a qu'avec vous que ça se passe comme ça. Hein. Chez nous, tout va bien. » Alors, c'est les grands-parents, c'est les maîtresses, c'est les nounous qui nous disent « Bah, je fais ça vraiment qu'avec vous. Hein. » C'est normal. Mais en fait, oui. Après, il faut prendre dans la globalité ce que vit l'enfant aussi, parce que l'enseignant n'est pas constamment avec lui. C'est-à-dire que pour l'enseignant, ça s'est bien passé en classe, sur certains moments de récréation qu'il peut avoir vu, mais après, l'enfant n'est pas constamment à côté de l'enseignant. Donc, elle peut avoir vécu quelque chose dans sa journée, pas sous l'enseignant, qui a dû la contrarier, ou créer une frustration, créer quelque chose en fait de négatif, qu'elle ne s'est pas exprimé en sortant de l'école, et que du coup, en fait, aussi dans son idée de vouloir en fait avoir l'attention de son parent, le reporter sur ce fameux pain au raisin pour le chocolat, pour que l'adulte essaye de déclencher quelque chose ou d'avoir une discussion pour essayer de faire sortir en fait cette frustration. Donc, en fait, c'est ça. Enfin, tu avais parlé de transfert aussi. Si, là, vous soupçonnez qu'il s'est passé quelque chose, effectivement, peut-être pas sous les yeux de la maîtresse. En l'occurrence, qu'est-ce qui s'était passé, Clara? On m'avait piqué mon vélo. Pendant la récréation, du coup. Pas dans la classe. Voilà. Mais ça, selon l'âge, alors là, elle jouait peut-être un enfant de 5 ans. Selon l'âge, je ne sais pas ce qui va venir en premier à l'idée de dire tiens, aujourd'hui, il y a un truc qui a été dur pour moi. Oui, puis c'est pas que ça, en fait, Clara. Tu as oublié une petite partie peut-être. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé qui était difficile et qui n'a pas été géré en temps réel, a priori, surtout ça. Peut-être parce que la maîtresse n'était pas présente à ce moment-là précis. Si elle avait été là pour accueillir l'émotion à ce moment-là, en fait, du coup, l'émotion aurait pu se passer tranquillement. Mais là, il peut y avoir la maîtresse qui... alors, c'est interdit, non, mais qui se dit, en fait, elle n'a pas compris. Peut-être que c'était elle à qui on avait piqué le vélo, et du coup, elle s'en est pris plutôt à elle. Alors, c'était injuste, mais c'était trop difficile de se mettre contre sa maîtresse, et que du coup, ça a fait une grosse frustration, une grosse émotion qui a été... contenu pendant toute la journée. Et ça, quand une émotion reste bloquée pendant toute la journée, effectivement, ça ressort toujours à un moment donné. Si ça ne sort pas, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, en fait, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps sous forme de tension ou autre, ou même de maladie. Enfin, voilà, il y a quelque chose vraiment à sortir, comme je vous montrais tout à l'heure sur le schéma. Et si ça n'a pas été fait, si c'est pas fait régulièrement, on cumule des choses et puis ça finit par exploser. Souvent avec la figure d'attachement, puisque c'est là que, en fait, la tension commence un peu à se détendre, justement, parce qu'enfin, on va pouvoir être avec quelqu'un qui nous comprend, qui... Pardon. On te signe que le micro-cravate, faut pas que je fasse ça. Pardon, excuse-moi. Et donc de garder ça trop longtemps, ça crée des tensions dans le corps. Et on se détend enfin quand maman arrive, ça y est, je vais pouvoir être moi-même, je vais pouvoir me relâcher, et du coup ça sort. Voilà, très, très juste. Il s'est passé aussi un petit peu autre chose. D'ailleurs, je voulais vous demander aussi, surtout à la maman, en l'occurrence, même vous, dans le public, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant la scène, si vous mettez à la place de l'enfant ou du parent? L'angoisse. Pour qui? Pour la maman? L'angoisse d'avoir à gérer la crise. Et qu'est-ce qui est dur dans cette gestion de crise? Donc ça angoisse de se dire on ne va pas y arriver, en fait. On se sent effectivement désarmé, démuni, on ne sait pas quoi faire, en fait. On voit que ça ne s'arrête pas, parce que ça ne s'est pas vraiment arrêté.
même si ça aurait pu être plus spectaculaire, parce que tu as eu quand même des bonnes réactions. Mais ouais, c'est angoissant de ne pas savoir quand ça va s'arrêter. Puis en tant que parent, c'est perturbant parce qu'en arrivant, la maîtresse dit que tout s'est bien passé, et puis juste derrière, en fait, ton enfant part en crise de larmes et vraiment très peiné, très mal, et limite dans un mélange de colère et de tristesse et de frustration. Donc du coup, nous en tant que parents, en fait, là, de se retrouver avec ça devant l'écran, on se dit, c'est pas ce qu'on vient de me dire, donc là, je comprends plus rien. Donc là, Ouais. on se retrouve paumé, en fait. C'est ça, on ne comprend plus, on est perdu. Je ne sais pas si vous avez bien entendu d'ailleurs, je répète peut-être, si ça va. Parce qu'il y a à la fois le message de la maîtresse, la transmission, qui a l'air positive, tout a l'air de s'être bien passé, puis l'enfant est encore normal. Mais après, ça réagit sur quelque chose qui est quand même anodin, a priori. C'est pas grave. Enfin, ça peut être grave peut-être pour certains enfants qui sont vraiment très sensibles à ce qu'on leur donne à manger. Mais bon, là, c'était surtout disproportionné par rapport au déclencheur qui était visible ici. Donc, ouais, on se sent dans l'incompréhension aussi, angoisse, incompréhension. Il peut y avoir la peur du regard de l'autre à la sortie de l'école. Je l'attendais. Maman parfaite, avec leur Oui. enfant très parfait. Bah oui, c'est ça aussi. C'est peut-être, je ne sais pas si c'était... Quand j'ai entendu angoisse, j'ai pensé d'abord au regard des autres, mais pas forcément. C'est l'angoisse que ça se termine jamais et que qu'est-ce qui se passe et qu'on ne comprend pas. On est dans l'impuissance. Mais effectivement, il y a le regard des autres qui rajoute encore un peu de poids sur les épaules du parent et de stress pour le parent. Parce que nous-mêmes, déjà, on ne sait pas trop ce qui se passe pour lui, mais le regard des autres est un vrai facteur de stress. Alors, moi, en tant que parent, si Oui. j'avais été confrontée à cette situation, l'anti-message, bon, ça aussi, j'aurais pas compris, mais ça me met tout de suite dans l'empathie. L'anti-message ? L'anti-message entre la maîtresse Ah oui, d'accord. et donc cette incompréhension d'un coup. Mais moi, ça va avoir tendance à me mettre plutôt dans l'empathie tout de suite, avec une charge de stress d'arriver à faire dépasser l'enfant. J'ai l'impression que j'ai une responsabilité à ce moment-là. C'est une petite, c'est petit, mais plus ça grandit, plus ça devient important. Et tout d'un coup, j'ai l'impression moi d'avoir un gros sac à dos. Et justement, c'est pour ça que le titre de cette conférence m'a interpellée. Parce que j'ai l'impression d'être l'adulte de la situation, donc de devoir l'aider à dépasser cette émotion, mais en même temps, je la prends aussi, quelque part. Ah, tu prends l'émotion, ça c'est intéressant. Je la prends un peu, ouais. Parce que ça m'embête, moi, tout d'un coup, je me dis, passer une sale journée, voilà. Ouais, donc ça m'embête un peu. ça t'embête. Je ne le montre pas, je serais, je ferai face à la situation, et voilà. Mais au fond, je le porte. Ouais, donc ça reste un poids, effectivement. On est effectivement des parents, donc on est responsable de l'enfant, de son bien-être quand même. On est aussi là pour ça, donc c'est vrai qu'on porte ce poids-là quand même jusqu'à ce qu'il grandisse, etc. Ça, c'est tout à fait naturel, j'ai envie de dire. Ce serait l'inverse qui serait peut-être un petit peu inquiétant si on se dit, je ne suis pas responsable de comment il se sent ou de comment il va aller. Non, là tu prends en charge une partie qui est effectivement sur laquelle il n'est pas autonome, en fait, l'enfant. Donc, il ne peut pas, lui, gérer tout seul à ce moment-là. Donc, et c'est ce que tu as fait. Toi, ce que tu as fait qui était vraiment super aussi, c'est que tu l'as prise comme ça. Et tu l'as emmenée avec toi. Et ça, c'est une forme de soutien, puisqu'il y a à la fois le contact, il y a à la fois... je t'accueille, toi, en fait, quel que soit l'état, et peut-être que tu peux y faire quelque chose, ou c'est l'angoisse parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, mais n'empêche que tu es présent. Et ça fait une vraie différence, même si, effectivement, ça reste perturbant. Alors, pourquoi c'est perturbant pour nous, les émotions comme ça, l'état des enfants ? Il y a plein de raisons possibles. Hein. On a nos propres histoires avec les émotions. C'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser ? Ça veut dire que nous-mêmes, on est capable des mêmes émotions et du coup, on a un peu on a des chemins neuronaux qui font que on réagit à ces émotions-là plus ou moins
en répétition, on reproduit. Ça veut dire, du coup là, l'émotion c'était quoi? C'était la colère, la colère de l'enfant. Et nous, comme adultes, on a tout un chemin neuronal déjà de comment je réponds à la colère de l'autre. Et des fois, si on ne se rend pas compte, et si on est en mode automatique, soit on va invalider la colère de l'autre pour nous calmer, soit réagir, comment on dit Surréagir. Surréagir, voilà. Augmenter le ton, voilà. Et je pense que c'est ça aussi. Donc ce que tu dis, c'est que nous, on a déjà des chemins de réaction qui sont inscrits dans nos schémas, dans notre programme un petit peu d'automatisme d'adultes. Mais au moins, moi, oui. Voilà, mais c'est quand même assez courant, mais effectivement, qui vont soit face à ce qui ressemble à une colère de l'enfant, soit surréagir, soit... C'est quoi la deuxième réaction que tu m'as dit? Alors, soit surréagir, soit se mettre en retrait, soit avoir peur, soit... voilà. Ouais, ça peut faire peur, ça peut créer... par peur, on peut aussi se mettre en retrait et se couper. Ou alors surréagir. Donc nous, ça va nous activer un schéma de réaction qu'on a l'habitude de faire et qui est assez automatique en réalité. Oui, ça c'est vrai. C'est déjà un peu avancé. Oui. Je rejoins ça, mais je dirais que ça dépend comment nous on se sent à ce moment-là, quelle journée on a passé nous-mêmes. Parce que moi j'aurais peut-être ressenti de l'impatience si j'avais passé une mauvaise journée, où j'aurais bien accueilli, encouragé si je me sentais moi-même armée. C'est ça. Supporter 100%. Très tard, Quand on est fatigué, Voilà. on revient au talon et on retrouve finalement les schémas qui étaient utilisés par nos parents. Donc, quand on est fatigué dans cette situation-là, et si on se regarde après, a posteriori, on revoit un peu nos parents qui réagiraient dans les années 80, mais arrête, supprimer l'émotion, en fait. Oui, plutôt tendance à vouloir faire disparaître l'émotion. De reproduire ce qui nous est arrivé, parce que ça active aussi, je pense, les choses de notre enfance. C'est ça. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a, quand tout va bien pour nous, on peut avoir une réaction éducative, constructive, appropriée à n'importe quelle situation quasiment. Bon, après, si c'est vraiment trop grave ce qui arrive, elle s'est cassé un bras, j'en sais rien. On peut être plus affecté, mais en général, on arrive à réagir d'une façon tranquille. C'est plutôt ta réaction que tu as eue là, je pense, dans le jeu. Mais quand on est trop fatigué et qu'il y a un certain niveau déjà de stress en nous, là, en fait, ça devient compliqué d'être disponible, d'être connecté avec notre cerveau qui sait réfléchir, mais qui ne sait plus, qui est plus trop connecté quand on est vraiment trop nous-mêmes en stress. Et là, on part dans des automatismes. Et ces automatismes-là, ils ont été inscrits dans la petite enfance, c'est-à-dire qu'on reproduit ce qu'on connaît. Donc, c'est en quelque sorte des modèles parentaux. C'est pas volontaire ou pas, mais c'est juste que nous, on a vu les façons de faire des adultes autour de nous, et c'est ça qu'on a engrammé à l'intérieur et qu'on va. Le cerveau est un peu feignant, on va dire. Il va aller chercher ce qui est le plus facile. Donc, soit il va chercher les habitudes parce qu'on n'a pas le temps d'aller chercher autre chose, soit il va chercher les réflexes. Et les réflexes, ça va être reproduire ce qu'on connaît. Et c'est là qu'on peut tomber effectivement dans arrête cette colère. Ou voilà, c'était plutôt ça un peu ce qui se passait dans les années 80. C'était les émotions, c'était pas super bienvenu. Donc en général, on nous apprenait plutôt à bien les dissimuler, les faire disparaître d'une façon ou d'une autre parce que c'était pas vraiment OK. Heureusement, ça a un peu changé. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de conscience sur les émotions. C'est pour ça qu'il y a ce genre d'atelier maintenant qui existe aussi. Mais on reste encore dans une transition où on sait que c'est pas mal d'accueillir les émotions, comme un peu je t'ai suggéré de le faire là, mais ça marche quand même pas toujours. C'est-à-dire que
La recette simple, je vois que tu es en colère, désolé, je sais pas, j'ai pas pris, je croyais que c'était un pain au raisin que tu voulais et j'ai pris autre chose, non, c'est ça que tu voulais pourtant. Mais voilà, en disant, en exprimant à la fois, en nommant son émotion, en fait, en le rejoignant de cette façon-là et en citant son besoin, finalement, ça ne marche pas toujours. Parce que finalement, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je fais une transition maintenant ? Juste avant, oui. Oui, il y a quelque chose sur lequel je sais pas ma façon de réagir, dans le sens où je pense que quand l'enfant en fait ressent une émotion, on peut être dans l'empathie, dans la bienveillance, etc. Sauf qu'en fait, quand il y a une récurrence et qu'à chaque chose de la journée il y a une crise, en fait, vous pouvez être la plus cool du monde et avoir passé la meilleure journée du monde, à un moment donné, c'est plus gérable, quoi. Et en fait, moi, dans ces cas-là, où est la limite entre l'enfant qui fait des caprices et l'enfant qui a une émotion ? Parce qu'en fait, il y a un moment donné, pas avoir... je pense pas que... Je pense qu'il y a un moment donné où c'est aussi l'enfant qui vous fait tourner un tambour. En fait, dans ce que tu dis, tu l'as très bien dit, il y a eu... Ça se répète. Donc, il y a une crise. OK, une crise, ça nous met, nous, en stress. Hein. On se met... Et le stress, c'est pas forcément négatif ou positif. C'est une énergie qu'on réunit à un moment donné pour agir. Donc, là, par exemple, je sais que Brice, il était stressé avant de parler. Moi aussi. On regroupe de l'énergie pour se mettre en action parce que c'est un peu stressant de se retrouver face à des gens, etc. Et puis, un enfant qui est en crise, ça stresse aussi. Donc, ça vient pomper... sur notre jauge à nous aussi. Donc, du coup, je vais en parler un petit peu, mais on a un réservoir d'énergie adaptative qui est plus ou moins rempli au début de la journée, si on a bien dormi, bien mangé, si tout va à peu près bien dans notre vie, si on n'a pas trop de soucis. Enfin, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais on a notre réservoir. Au fil de la journée, on va rencontrer des obstacles devant nous qui vont nous demander un peu d'utiliser de l'énergie adaptative. Je sais pas, on va au travail en voiture, on voit bien que sur la route, des fois, il faut quand même être un peu attentif. Donc, on utilise déjà un petit peu de notre réservoir, etc. Et une crise d'un enfant, pouf, ça va descendre le réservoir, ça va redescendre encore un peu le niveau. On va utiliser quand même notre énergie. Donc, à un moment donné, oui, on n'en a plus et on repart sur, de toute façon aussi, un circuit d'automatisme dans les réactions. Cela dit, voilà la question, pourquoi il fait ça ? Est-ce que c'est un caprice ? Est-ce qu'il le fait exprès ? Et qu'est-ce qui se passe ? C'est bien le sujet qui laisse dans l'incompréhension, encore une fois, et dans la... on est démunis, en fait, puisque finalement, on voit bien que ça devrait s'arrêter, c'est agaçant. Et on va y revenir, on va revenir là-dessus. Je garde de côté pour la suite. Les enfants ne sont pas toujours capables de le verbaliser, parce que là, en l'occurrence, il y avait eu un problème de vélo, etc. Mais si ça se trouve, le problème, il n'était pas à l'école, ça se trouve, c'est papa et maman qui sont en train de divorcer. L'enfant, il a énormément besoin d'attention à ce moment-là. Il n'a pas envie de lâcher à sa mère. De toute façon, si tu divorces, tu vas plus m'aimer, ou quelque chose qui lui fait hyper peur. Et donc, il ne la lâchera pas, l'information. Il y a un moment où on ne pourra pas savoir. Et juste pour vous m'avez pas posé la question, mais bon, je le dis, parce que quand on fait cette scène, l'enfant il a à peu près 5 ans, on se doute que voilà, il a un goûter et tout. Pour les ados, c'est pareil. Hein. C'est juste pas le même format. Est-ce que vous voulez j'avais préparé un petit truc. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment ça fait ? Viens Clara, je vais le faire juste avec toi vite fait. Donc c'est un ado maintenant. Donc l'ado, bien sûr, on ne va pas le chercher à l'école. Hein. Donc il est arrivé, il est chez nous déjà. Oh ma chérie, bienvenue. Tu sais quoi ? Je t'ai acheté l'ice tea que tu voulais, que tu aimes tellement. Il est dans le frigo. Mais t'es relou, tu comprends rien. J'aime plus ça, hein, sérieux. Et voilà. Donc, c'est un peu la même chose.
peux revenir. Hein. Bravo. Non. Donc, en principe, elle devait claquer la porte, mais elle est polie, donc... Mais en gros, on sent bien que c'est pas forcément l'ice tea le problème, il y a un truc en dessous. Encore une fois, on est... Et c'est là que je vais faire une transition. Est-ce qu'on est vraiment dans une émotion qui dure moins de 90 secondes, en moyenne? On est sur des émotions qui sont de 90 secondes multipliées par plusieurs fois dans la journée. Donc, c'est... ouais. Et qui ne s'arrête pas forcément. Un caprice, par contre, à la différence du coup peut-être d'un jeune enfant. On est... Ça dépend ce qu'on appelle un caprice. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a une envie comme ça de... Enfin, ils se rendent plus compte quoi, du cadre dans lequel ils sont. Ils parlent comme ils veulent. Ils ne font pas la transition entre l'école et la maison. Et puis, après, il y a aussi le développement physique d'un ado qui fait que... il a toujours ces petites problématiques. Le bisou, c'est quand il veut. Là, non, mais tout à l'heure, oui. Là, tu me saoules. Là-bas, tout à l'heure, c'est lui qui revient comme un petit gamin de 5 ans. Enfin, bon, c'est bipolaire, un adolescent. On sent qu'au niveau émotionnel, c'est pas stable. Là où ça pouvait l'être l'année d'avant, il y a quelque chose qui change, effectivement. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais cela dit, objectivement, est-ce que vraiment le fait qu'il y ait de l'ice tea et pas du coca ou j'en sais rien dans le frigo, c'est un peu du même ordre que le pain au chocolat. Elle part, elle me dispute parce que je comprends rien du tout. Elle part en claquant la porte. Son émotion à elle est encore là. Et on sent que ça va pas s'arrêter comme ça. Donc, on est encore dans le même type de réaction, même si c'est pas la même forme. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être à tous les âges. En fait, il y a ce qu'on voit, en gros, si on imagine un iceberg, il y a la surface, il y a ce qu'on voit dans le comportement. Donc on voit que, apparemment, l'ice tea, ça a déclenché cette réaction au niveau de son comportement. Ou le pain au chocolat, ça a déclenché cette réaction-là et cette émotion qu'on nomme souvent colère. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment de la colère ? Ça peut être un mélange, tout à l'heure, vous avez dit. Et l'iceberg, la seule chose qu'il a avec la partie qui est cachée, c'est le fait qu'il est fait de glace. Parce que la forme, pas trop à voir, quoi. Pas trop à voir la forme qu'on voit qui est explosée. Oui, en fait, l'iceberg, on voit que la surface, on voit pas tout ce qu'il y a dessous. Mais le problème, c'est l'iceberg entier. Donc, il y a ce qu'on voit et il y a ce qui s'est passé qu'on ne sait peut-être pas. Il y a ce qui a été pensé par l'ado ou l'enfant qu'on ne sait pas non plus. Et qui a cheminé et puis toutes ces émotions qui sont peut-être bloquées, qui sont cachées en dessous, qu'on ne sait pas trop, en fait. Mais il y a un schmilblick, quoi. Donc, il y a quelque chose de... C'est pas l'enfant ou l'ado qui a le cortex préfrontal qui est capable de prendre du recul et savoir là je sens ça et ça, dû à ça et ça. Il y a encore autre chose qui se passe, effectivement. Alors ça, c'est la maturation du cerveau, j'en reparlais. Il y a un parallèle à faire d'ailleurs entre les jeunes enfants avant 6 ans et puis les ados, où ça devient encore un autre chantier. Et puis, il y a les hormones, l'amygdale qui est suractivée, etc. Donc, il y a des réactivités au stress qui sont plus importantes. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on n'est pas... En fait, ce que je vous ai montré, ce que je vous ai défini tout à l'heure comme étant des émotions, ici, on n'est plus sur de l'émotion. On n'est plus sur quelque chose qui dure environ 90 secondes. On n'est pas sur quelque chose qui est spécifique à un déclencheur, puisque là, si on regarde par exemple le déclencheur du pain au chocolat, c'est quoi ? Je crois que c'est avant... Ça serait une frustration. Alors effectivement, ça devrait être de la colère. Là, ça correspond à ce qu'on a l'impression, mais sauf que la colère, si je reviens ici, elle ne dure pas assez longtemps. Et puis,
ce qui est intéressant aussi dans ce que tu disais, excuse-moi, comment tu t'appelles ? Jennifer, c'est qu'il y a quelque chose qui est agaçant dans ce que tu décris là, qui se reproduit très souvent. Il y a quelque chose qui nous agace et c'est pas, on sent que ça n'a pas sa place ici, ça devrait s'arrêter. C'est parfois difficile d'être en empathie avec ça directement parce qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi. Ça n'a pas de rapport en fait avec le pain au chocolat par exemple, où il a l'air de surréagir plutôt que de réagir d'une façon logique. Voilà, si on avait été, je sais pas, marcher sur son pied, bon bah là il peut se mettre en colère, mais ça dure quand même pas très longtemps en général, c'est pas très grave. Et puis bah voilà, je veux dire oh bah fais attention un petit peu. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Ça ne se transforme pas forcément en crise s'il n'y a pas une autre cause derrière. Est-ce que c'est à peu près clair, ça ? En fait, ce que je veux dire, c'est que là, on est dans la définition d'une émotion naturelle, ce qu'on appelle une émotion naturelle. Et ce que je voudrais vous montrer au moins aujourd'hui, c'est de faire le point sur la différence entre ce qu'on appelle émotion et ce qui en est vraiment une naturelle comme ça, où effectivement, si on accueille la colère de quelqu'un qui nous a marché sur le pied, bon bah ok, en fait on comprend et puis pardon et puis voilà et on répare. Qu'est-ce que je peux faire pour, je sais pas, est-ce que tu as mal au pied, est-ce que tu veux un câlin, est-ce que j'en sais rien, est-ce que tu veux un pansement ? On répare derrière et c'est fini et ça dure pas des plombes et il a déchargé sa colère parce que quand même il a manifesté, il n'a pas rien dit. Donc, c'est terminé. Les émotions naturelles, c'est ça. Et ça s'accueille effectivement, comme je t'avais un petit peu indiqué dans le jeu de rôle, par je comprends que tu es en colère, je t'ai marché sur le pied, excuse-moi, j'essaierai de faire plus attention la prochaine fois, point. Et c'est fini. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est pas ça. Et qu'est-ce que c'est, du coup, si c'est pas de la colère, à votre avis ? J'ai frustration, ouais, stress, incompréhension de l'enfant. L'injustice, peut-être l'injustice vis-à-vis de la situation. Injustice vis-à-vis de la situation. Ça peut être une programmation aussi. Hein. Par exemple, en sport, on appelle ça la PNL, c'est-à-dire qu'on programme une réaction et le fait de réagir auprès d'un enfant qui, à un moment donné, fait un caprice ou a une frustration et donc l'exprime pour finalement rechercher chez son parent une bienveillance, en allant en son sens et en étant extrêmement bienveillant, on a une tendance quand même à le programmer à faire ça. C'est-à-dire que lui, pour aller chercher la bienveillance, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il peut réagir comme ça, c'est le danger d'ailleurs. Ah, oui, ça va, oui, effectivement. C'est ce qu'on appelle la PNL. La PNL, c'est totalement ça, c'est-à-dire que vous programmez finalement une attitude, et vous programmez une attitude chez un enfant aussi, et c'est le danger. C'est là où, en effet, je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire que jusqu'où il faut aller, et puis, c'est très subtil, hein, mais je trouve que c'est pas... Voilà, l'idée de toujours recevoir et bienveillance, moi je l'ai fait. C'est-à-dire que moi je l'ai tellement fait que j'ai presque des enfants, un petit peu des enfants rois, et ça devient compliqué. Et je me rends compte que voilà, ce que j'ai pu appliquer au sport de haut niveau, je ne l'ai pas appliqué sur mes enfants. Et je pense que c'est une erreur. Parce que la bienveillance, oui, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si la bienveillance entraîne une programmation qui est une programmation qui empêche à un enfant de vivre une frustration quelconque, ou même, pire que ça, qui, par son attitude, va aller rechercher la bienveillance de son parent, en étant capricieux, là, ça peut devenir grave. Alors, il y a pas mal de choses dans ce que tu dis. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les parties, mais ce que je vais retenir, c'est quoi C'est une intervention un peu piège, là. Non, non, mais toutes les interventions sont vraiment OK. C'est juste que
Ouais, voilà, ce que tu disais, c'était la recherche de bienveillance. Si pour obtenir la bienveillance ou l'attention, en fait, de son parent, l'enfant, il voit qu'il n'y a qu'une manière de faire, en tout cas, il n'y a que celle-là qui marche, apparemment, bah, du coup, oui, effectivement, il va le refaire. C'est-à-dire que si on attend, enfin, si, nous, parents, on attend que, je ne sais pas, parce qu'il peut faire plein de choses, qu'il se mette dans un certain état ou qu'il commence j'en sais rien, j'en ai vu qui à chouiner, oui, voilà, par exemple. Et ben, s'ils réagissent qu'à ce moment-là, effectivement, le besoin d'attention, de toute façon, il y a des moments où il y a des besoins d'attention, effectivement, de la part de l'enfant, et du coup, oui, il va refaire, alors que c'est pas vraiment qu'il est dans une frustration, en plus, c'est juste que il a appris que c'est comme ça que son parent il va venir, donc il va le refaire, ouais. C'est intéressant. Il y a effectivement ça qui peut jouer aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un conditionnement qui fait que il va reproduire ça. Alors que comment on peut faire pour rectifier ça ? Moi, je prends un exemple très simple. Je sais pas, quand on est enfant, moi, j'ai le souvenir, j'ai mis ma main sur une plaque chaude, je me suis brûlé. Donc la réaction, c'est finalement quoi ? De dire attention, je mets ma main sur la plaque chaude, je brûle, donc je le referai plus. Et je ne le fais plus. Ouais. Et donc, à un moment donné, la question, et c'était la question de madame, c'est est-ce qu'il faut forcément accueillir ça avec énormément de bienveillance, ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas dire non ? Parce que si ta réaction, c'est de faire un caprice, ce que tu vas avoir en face, c'est du non. Vous comprenez ? Et donc, si en face, c'est non, ce que vous programmez, c'est que caprice égale non. Et non pas caprice égale grande bienveillance. Oui, ce serait une reprogrammation, c'est ça ? C'est-à-dire que tu assumes la conséquence naturelle de tes actes. Tu m'as dit tu voulais un pain au raisin, tu as eu un pain au raisin. Maintenant, si tu as un autre problème, je suis prête à t'écouter. C'est ça. Là, en l'occurrence, dans ce cas-là, le problème, c'était pas vraiment le pain au raisin. Il y a autre chose. Et le sujet, c'est de savoir le déceler pour pouvoir l'écouter et du coup, pour pouvoir passer au-delà de ça. Parce que ça peut se reproduire vraiment tous les jours. Pour le coup, moi, j'ai eu des parents, il y a eu pas mal de parents, c'était comme ça. Ils sont venus avec ces histoires de repas, par exemple, où à répétition, l'enfant refusait le menu du jour, alors qu'avant, il aimait ça, alors voilà, et ça l'agaçait. Effectivement, c'est agaçant quand il y a une réaction comme ça qui n'est pas celle qui correspond à un déclencheur naturel. Ça nous agace, c'est un indice que ce n'est pas une émotion naturelle, ça va être encore autre chose. Au final, qu'est-ce qu'elle a découvert ? C'est qu'il y avait vraiment autre chose, et même d'assez grave d'ailleurs, qui se passait dans la classe. Donc, il y avait un problème. Et puis, pareil, pour une autre maman où tous les retours... quand elle a cherché sa fille à l'école, c'était vraiment un sacerdoce, c'était compliqué de la faire monter dans la voiture, etc. Elle a fini par comprendre, suite à quelques ateliers, finalement, en changeant quelques petites choses, la fille a fini par s'exprimer et à dire ce qu'elle n'est vraiment pas. Ce n'était pas le chemin qu'elle n'est pas, c'est qu'il y avait quelque chose dans sa classe qui se passait. Et avec d'autres élèves, elle n'avait pas réussi à trouver sa place en fait dans sa nouvelle classe, etc. Et ça lui posait vraiment un problème, mais elle n'avait pas eu l'occasion de lui parler, parce que des fois, nous, on n'est pas forcément disponible. Puis c'est vrai que c'est compliqué quand on est là et puis qu'on est sous le regard des autres, surtout pendant ce trajet. C'est pas forcément le moment où on va se poser par terre et on va là être disponible et écouter. Donc voilà, mais souvent, les comportements comme ça, il y a plein de causes possibles. L'idée, c'est de voir là où on est dans une émotion naturelle. Et dans ce cas, oui, en fait, ça va pas conditionner l'enfant d'être en empathie parce que ça va passer tout de suite et puis ça a été écouté et voilà, c'est fini. Sauf que ce qui a été un petit peu colporté, c'est là-dessus que je rectifie un peu le tir là, c'est que si on fait ça systématiquement à chaque fois, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas aussi parce que, en fait, l'enfant, comment il se sent quand on lui dit tu voulais pas, tu m'avais dit pain en raisin, moi, du coup, j'ai pris pain en raisin, etc. En fait, il ne se sent pas compris parce que ce n'est pas ça son vrai problème. Il n'a pas su l'exprimer, mais on est quand même à côté de la plaque. C'est pour ça qu'il va répéter, c'est ça ? C'est pour ça que, en fait,
Non, mais en fait, quand toi, tu vis quelque chose qui est difficile, peut-être même que tu n'es pas conscient de qu'est-ce que c'est vraiment, et que moi, je viens et que je te dis, ah bah oui, je sais pas, tu es triste parce que tel truc a été annulé, en fait, c'est pas ça. Bah, tu vas pas te sentir rejointe et tu vas pas te sentir comprise. Et ça va encore t'énerver plus. Enfin, ça alimente encore plus. En fait, ça rajoute encore du stress au stress. Le besoin est encore là. Bah, le besoin, il est là, parce que ton besoin, je ne sais pas lequel il est, mais c'est pas celui-là. Donc, tant qu'il reste là et que c'est coincé et que ça ne se résout pas, ça finit par faire des nœuds et ça finit par prendre de l'ampleur. Et effectivement, ça se manifeste de différentes façons. Mais quand on sent que ça ne colle pas, que même nous, ça nous agace, que ça paraît disproportionné comme ça, on est dans autre chose que l'émotion. Et tu as nommé le stress tout à l'heure. Et bien justement, déjà, ça peut être une réaction de stress. Et c'est pour ça que je vous invite... Alors, hop, je reviens, parce qu'il y a les réponses, c'était pas bien. La grosse différence entre le stress et une émotion, c'est que les émotions, ce sont des réactions, déjà c'est physiologique, on ne les maîtrise pas, je l'ai déjà dit, qui sont spécifiques à un déclencheur donné. Donc, la frustration pour la colère, une perte, un deuil pour la tristesse, on voit bien le rapport. Pour le stress, c'est pas la même chose. Le stress, c'est quoi le stress déjà? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? C'est une réponse adaptative. Une réponse adaptative. Une situation qui a changé. Oui. Par rapport à une situation qui a changé, oui, ça peut être ça. Pas que. Ouais, mais suite à quoi? Prolongé, bah ça dépend. Ça peut être prolongé, oui. Ouais, quelque chose d'inconfortable qui crée un stress. Ouais. Souvent les contraintes créent du stress, par exemple. Les émotions négatives qui ne sont pas exprimées. Exactement. Voilà. Les émotions bloquées créent aussi du stress, effectivement, oui, avec tout un... Mais du coup, là, des émotions négatives... C'est pas des émotions négatives, c'est des émotions bloquées qui n'ont pas pu être exprimées. Négatives, positives. Il y a des émotions agréables et désagréables, mais toutes les émotions sont là pour quelque chose et elles ont toutes leur raison d'être. Donc il n'y en a pas de négative ou de néfaste. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par négative. Négative, souvent, on les associe à celles qui sont désagréables, quoi. Donc la peur, la colère, peut-être la tristesse. Donc c'est une réaction... Oui. C'est souvent une réaction de fuite face à un danger. T'as vu la slide d'après? Ça peut être de la fuite. Ça, c'est les réactions. Mais effectivement, c'est une réaction adaptative à une situation. Ça peut être un changement, mais en fait, ça peut être n'importe quel stimuli. Donc, c'est en ça que c'est très différent des émotions, c'est que chaque émotion a son déclencheur qui est teinté, qui a une couleur particulière, mais le stress, c'est pas le cas. Ça peut être n'importe quelle stimulation, ça peut être du bruit, une certaine intensité de bruit dans une certaine durée, ça peut être visuellement, il y a plein de choses. Ça nous demande beaucoup de travail du cerveau. N'importe quel stimuli, qu'il soit positif ou négatif, d'ailleurs, vous emmenez vos enfants à Disneyland, c'est génial, il fait tout ce qu'il a envie et tout ça. Il rentre dans le train, en fait, il fait une crise. Quand même, il est gonflé. On lui a offert cette super journée. Tout était génial. Et non, il fait une crise. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste une histoire de stimulation. Et c'est pas spécifique. C'est-à-dire que plus on va envoyer de stimuli à une personne, plus elle va se charger en stress. Et c'est une réaction qui ne va pas être spécifique à la différence des émotions. C'est que le stress, ça s'accumule, c'est une forme d'énergie, de tension aussi, et puis qui va se décharger un peu comme l'enfant. C'est un trop-plein, exactement. C'est comme la cocotte minute qui se remplit et à un moment donné, soit ça sort pas. Et effectivement, il y a des réactions différentes au stress. Et en fonction des réactions, ça va sortir ou pas, en fait, cette accumulation en fait, d'énergie. Donc la différence, c'est que c'est une réaction qui est non spécifique, le stress, et que ça ne se décharge pas du tout de la même façon que les émotions.
Donc, quand on a identifié qu'il y a un stress chez l'enfant, ça ne sert vraiment à rien de lui dire « Ah, bah, t'es en colère, je comprends, machin, truc. » Non, ça va juste amplifier le problème parce que ce n'est pas de la colère. Souvent, on confond la colère avec justement des crises de rage qui sont en fait du stress. Et ce n'est pas de la colère. Donc, on est à côté de la plaque, encore une fois, et on crée de l'incompréhension. Et donc, ouais, Et donc, quelles sont les 3 réactions les plus connues au stress ? Donc, la fuite, c'est ça que tu avais dit. Oui, c'était... La fuite, par exemple, c'est une réaction de stress. Quand nous, on est en stress, on est face à ce qu'on pense être un danger, par exemple, mais ça peut être autre chose, on peut avoir différentes réactions. On en a souvent une préférée, d'ailleurs. La lutte ou la fugue ? La lutte ou la fuite. La lutte, donc on attaque. Avec violence, ouais, on attaque parce qu'on est face à un danger. Donc... De rester gelé. Ou le figement, voilà, c'est ça. Donc soit on s'enfuit, en fait, on arrive typiquement à ce qui est assez connu, en fait c'est une réaction, c'est un réflexe primitif. Donc on est un homme préhistorique face à un tigre à dents de sabre, on ne va pas se demander pendant très longtemps ce qu'on va faire. On va avoir un réflexe, donc c'est pareil, c'est un réflexe, c'est pas réfléchi. Il y a pas, on court-circuite le cortex préfrontal pour aller beaucoup plus vite dans sa réaction pour notre survie. Et donc, soit on est suffisamment nombreux et peut-être armés pour attaquer le tigre, soit on ne l'est pas et on a quand même assez de distance et donc on peut fuir très vite, soit on reste figé. Typiquement, on fait le mort. C'est comme la souris devant le chat, elle fait la morte, mais elle ne se demande pas, tiens, oulala, il y a un chat, je vais faire la morte pour faire semblant de... Non, en fait, c'est un réflexe. Et c'est du figement. Donc ça, c'est les 3 réactions de stress. En fait, trop stimuler un enfant, ça le stresse. Exactement. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de stimulation aujourd'hui. Donc ça peut aller malheureusement très vite. Oui. 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 Aussi. Ouais. Moi, je me suis tout de suite dit, mais j'aurais pas dû lui donner le choix. Ah. Ouf. Ça, c'est le matin. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai, ça peut. Et moi, c'est me mettre vraiment en difficulté le soir même si c'était pas une pomme pote à la fraise qu'elle voulait, mais c'était à la pomme. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, par exemple, si on prend un enfant de moins de 5 ans, si on lui fait une demande, si on lui fait 5 demandes à la fois, c'est impossible. Et effectivement, il va pas répondre à une seule parce qu'en fait, c'est trop compliqué. Voilà, c'est ça. Et ça peut mettre en stress parce que, en fait, c'est trop d'infos. Pareil, ça peut être visuel, ça peut être auditif. Du coup, trop d'infos va trop le stimuler et créer du stress, effectivement. Donc, des fois, donner trop de choix. C'est pour ça que, là, il y avait 2 choix. Enfin, non, je crois qu'il y en avait peut-être plus, d'ailleurs. Je ne sais plus. 2 choix, ça peut être largement suffisant et on n'est pas toujours obligé de donner un choix, mais c'est surtout que, oui. Le choix est coûteux, même pour les adultes. Oui. Une émission par prendre des décisions, c'est pas... pareil, selon les périodes, parce que ça lui évite un choix dans la journée. Exactement. On a derrière des millions à faire, donc il préserve sa jauge d'énergie comme ça. Choix des vêtements comme ça, toujours le même costume. Ça est plus dans les réservoirs dont on parlait. Ça nous fait des Exactement. microdoses de stress. Ouais. Ça fait un gros stress, ouais. Bien sûr. On connaît bien le concept de charge mentale, mais c'est un petit peu ça aussi. C'est toute notre jauge, toute notre réserve, elle n'est pas infinie, même si on aimerait bien le croire. Et que plein de micro-stress cumulés, ils ont l'air de rien comme ça, mais en fait, prendre une décision, ça demande des ressources en énergie aussi, oui. Donc, j'imagine qu'en voyant ça, vous voyez déjà, vous, quelle tendance vous avez. Attaque, fuite ou figement quand vous vous retrouvez, je ne sais pas, face à votre belle-mère. Pas des vrais dangers, mais... Et voilà. On a tous un peu des tendances, même s'il n'y a plus de danger et de mort à chaque coin de rue maintenant. Le cerveau, ouais. De toute façon, on a des réflexes primitifs. Dès qu'on voit une nouvelle personne, c'est
c'est pas méchant, mais on a tout de suite une idée sur danger, dangereux, pas dangereux, méchant, pas méchant. Enfin, bien sûr, c'est naturel. Moi, personnellement, je vis à la maison, mon ado me stresse. Oui. C'est-à-dire, il y a des moments, quand il arrive, je me dis, oh non, pas lui. Enfin, clairement, c'est mon fils et j'adore et je l'aime plus que tout. Hein. Mais par moments, il me stresse et il y a cette jauge d'énergie dont vous parlez qui est quand même... bon, moi, à l'enfance, jeune enfance, j'étais un enfant qui a toujours bien fonctionné, pas de soucis, etc. Bon, même en tant qu'ado, c'est pas un ado non plus démesurément excessif, mais fatigant. Et c'est vrai que la jauge, elle est difficile parce que quand on a nous-mêmes une charge mentale, un travail, avec une énergie qui diminue au bout de la journée. Qu'est-ce qui reste au moment où on retrouve cet ado ? C'est compliqué parce qu'en plus, avec l'ado, il y a la recherche du conflit. Donc en fait, le problème, c'est que normalement, on ne doit pas rentrer dedans. C'est pas le petit frère avec qui on doit s'énerver et puis hop, ça monte, on se fait la tête et puis on se repart. Non, on est le parent. Donc, le problème, c'est qu'arrivé en fin de journée, ce stress, il est difficile Mais c'est tout à fait vrai. À accumuler et qu'on puisse avoir une réaction d'adulte qui gère ses émotions. Donc, Mais on ne peut pas gérer ses émotions si on n'a pas l'énergie pour. Enfin, désolée, hein. J'ai pas de recette miracle. Hein. Mais en vrai, c'est très important de voir où est-ce qu'on en est, nous, et de se fixer des objectifs pour la journée. Parce que où est-ce qu'on choisit de mettre de l'énergie ? C'est pas mal d'y penser, peut-être. Il y en a qui vraiment se préparent, par exemple avec des enfants atypiques, etc., où ils savent que ça va être vraiment compliqué de les récupérer à l'école. Ils se font une séance de, je sais pas, yoga, méditation, nature, 1 heure avant. Mais parce qu'ils ont envie d'être disponibles à ce moment-là. Donc ça demande vraiment ça, en fait, comme ressource. Mais du coup, je rejoins... à quel moment tu... Enfin, je veux dire... Il y a quand même des choses... Bon, moi, des fois, quand j'ai pas l'énergie, le mot qui est passé de trop, je fais semblant que je l'ai pas entendu. Alors que je l'ai très bien entendu. Le respect, c'est important. Enfin, en tout cas pour moi. C'est important. Et j'ai pas envie de lâcher. J'ai pas envie de lâcher. Et en même temps, des fois... je suis obligée de lâcher parce que en fait, tu peux pas mener tous les combats en même temps. Mais du coup, la question c'est, des fois je culpabilise parce que je me dis, si je lâche. Si je lâche quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire un jour Qu'est-ce qui va se passer ? Dessus, comment ça se passe ? Non, mais je sais pas trop. Ce qui serait intéressant, c'est de voir peut-être quelles sont les peurs derrière. Tes peurs, je veux dire. Ouais, Qu'est-ce qui va se passer si tu lâches Tu définis ce que tu lâches et puis qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme conséquence déjà pour voir. Moi je sais pas parce que moi comme je pense beaucoup d'entre nous, on a une éducation des années 80-90 et effectivement nous on teste un nouveau modèle. Donc on sait pas en fait. Et oui, on n'a pas le modèle. On sait ce que nos parents ont fait de nous. Oui. Mais nous on ne sait pas comment ce qu'on est en train de faire de nos gamins. Donc c'est un peu compliqué. Mais tout à fait. Ah oui. Ok. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à dire exactement la même chose. Je répète. Mais j'avais envie de dire, oui, nous, on est tous issus des années 80-90. Donc, effectivement, on connaît le résultat de l'éducation de nos parents puisque c'est nous. Mais que nous, on a voulu faire un nouveau modèle aujourd'hui, fort de tout ce qu'on entend. L'évolution aussi, psychologie de l'enfant. Puis, je pense on a voulu casser quelque chose aussi entre notre éducation. On n'a pas envie de refaire certaines choses. Une éducation bienveillante. Sauf qu'on ne sait pas mais quoi à la place ce que ça va devenir. Donc il y a une peur de l'inconnu en fait. Oui, moi, mais c'est ça. Et tu as bien vu tout à l'heure, la peur, c'est déclenché par quoi ? Par l'inconnu notamment. Mais c'est normal. Et effectivement, on est dans une zone un peu de flou, de transition, parce qu'il y a des choses, on sait qu'on ne veut pas les refaire, mais qu'est-ce qu'on fait à la place ?
Comment ça se passe? Et du coup, ça crée des peurs, parce que si je fais ça, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Enfin, j'ai peur pour mon enfant, j'ai peur de... Est-ce qu'il va devenir respectueux? J'en sais rien. Est-ce qu'il va réussir dans ses études? Est-ce qu'il va s'épanouir même, être heureux? Enfin, on a quand même tous envie qu'ils soient confiants, autonomes, qu'ils réussissent leur vie. Et en fait, on ne sait pas trop à quoi ça va mener ce qu'on fait parce qu'on tâtonne et on ne nous dit pas comment faire. Souvent, c'est ça. Hein, surtout les parents, ils sont bien pointés du doigt pour tout ce qu'ils font mal, mais par contre, on ne leur dit pas comment faire à la place. Compliqué. Vous êtes responsable de mettre trop vos enfants devant les écrans, d'être trop laxiste, voilà. Mais par contre, comment on fait? C'est un peu le souci. C'est que nous, on ne connaît pas trop, en tout cas en France, c'est sûr. Après, il y a d'autres modèles qui existent. Voilà. Bon, là, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais bon, je reviens. Enfin, est-ce que tu as une autre question? Je reviens au stress. Je continue. C'est bon. Ça fait du bien aussi. Ben voilà. Mais ça fait du bien de le partager, c'est vrai, de se dire, bah oui, je pense que tu n'es pas la seule. Et c'est vrai que oui, bien sûr, en fait, chaque chose que notre enfant va faire de travers ou qui ne nous semble pas adaptée ou qui nous crée des difficultés ou qui nous demande des ressources d'énergie, parce que ça peut être juste aussi, effectivement, l'emmener à Disneyland en plus, ça nous demande une certaine disponibilité, un certain nombre de ressources et de prendre conscience que où est-ce qu'on en est, attends, avant d'aller passer à autre chose, où est-ce qu'on en est, c'est tout ce qu'on oublie un peu de faire dans notre culture occidentale. Par exemple, quand on regarde les emplois du temps, vous avez tous vu un emploi du temps, un agenda, il y a, il y a le sport là, collé à ça, il y a l'école, collé à ça, il y a, les devoirs, on n'écrit peut-être pas ça, mais on a tout collé. Donc la transition, elle est où en fait? Elle fait 0 seconde. Non, en fait, changer, je ne sais plus qui c'est qui disait que le stress s'est déclenché par un changement, quelque chose comme ça, c'est vrai aussi. Il faut s'adapter à quelque chose qui change. Oui, on change d'activité. En vrai, c'est pas mal de respirer un coup avant d'y aller, ou même un peu plus, des fois. Donc quand on oublie tout ça, des fois, on se malmène un petit peu et on ne comprend pas pourquoi on arrive sur les rotules. Quelle heure il est? 17h30. 17h30. Ah oui. Donc, oui. Est-ce que l'agitation motrice, si on considère que le stress si on considère que le stress est caractérisé par de l'agitation motrice, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça correspond à l'attaque? Ou est-ce que l'attaque, c'est je m'énerve sur les autres comment ça se manifeste? Je vais pas dans le détail aujourd'hui, sinon je vais dépasser encore plus. Mais oui, d'ailleurs, il y a le dessin, hein, mais l'agitation de l'enfant, taper, crier, machin, c'est de l'attaque, oui. Ça fait partie des réactions attaque du stress. Et il y a une 4e réaction au stress qui est moins connue. Pleurer. Rien faire, c'est le figement. Quand on s'immobilise, vraiment, on perd son énergie, on s'effondre. Parce que quand on stimule beaucoup les rats et les souris, on les met en stress, et à un moment donné, ça c'est le modèle de la dépression. Et du coup, ils arrêtent. Mais pas de figer, ils arrêtent parce qu'ils sont fatigués. Là, c'est pour finir quand même de commenter, le problème du figement, donc c'est celui du milieu, hein, c'est peut-être pas, il n'y a pas écrit figement, il y a écrit immobilisation, parce que c'est un peu comme quand on combine fuite et attaque. Le problème, c'est que l'énergie, contrairement à l'attaque et la fuite, elle ne sort pas. Elle reste accumulée et on reste en état d'hypervigilance, on reste en tension. Et quand c'est trop long, quand c'est prolongé, ça crée un épuisement
parce que cette énergie, et du coup concrètement l'adrénaline, le cortisol restent stockés dans le corps, alors que en principe ça sort par les pleurs aussi. D'ailleurs, on retrouve du cortisol dans les pleurs, dans la sueur, etc. Enfin, en tout cas, ça sort d'une certaine façon. Et du coup, si tout ça sort pas, en fait, finalement, c'est la pire réaction au stress, le figement, parce que ça crée de l'épuisement à terme, et il peut y avoir des dépressions enfantines aussi, d'ailleurs. Oui. L'épuisement physique, oui. Et psychologique, tout à fait. C'est aussi ça, parce que finalement, quand une émotion reste bloquée trop longtemps, ça crée une fatigue émotionnelle aussi, en plus de la fatigue physique, mentale, et donc voilà, la perte d'énergie. Voilà. Bon, après, ça, c'était juste pour dire que effectivement, l'enfant n'est pas mature au niveau du développement de son cortex qui va pouvoir aller apaiser certaines réactions émotionnelles. Que dire de plus? En fait, toute cette... nous, en tant qu'adultes, on va pouvoir avoir du recul sur les situations, analyser, rationaliser, comprendre, et puis du coup, s'auto-apaiser. C'est quelque chose qui s'apprend. L'enfant, pour pouvoir s'auto-réguler, il va avoir besoin que ça mature. Sauf que pour que ça mature, il faut qu'il ait appris l'autorégulation. Et c'est là que qu'il a besoin en fait du parent, parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Un bébé, quand on le laisse par terre et que il y a un danger, il va crier, il va hurler, etc. Dès qu'on le prend dans les bras, ou même quand il y a quelque chose qui lui... En fait, il ne sait pas ce que c'est encore, hein, donc ça peut être un bruit, les voisins, le tonnerre, n'importe quoi. Lui, il va avoir peur s'il est tout seul, sans contact, etc. Dès qu'on le prend dans les bras, pouf, il s'éteint. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Et en fait, c'est ça, c'est la corégulation qui va permettre à la fois du coup à son cortex préfrontal de maturer et du coup petit à petit d'intégrer lui une forme d'autorégulation physiologique et du coup qui va le mener vers cette autonomie. Arriver. Voilà. Donc pour aller vite sur la fin, en fait, je voudrais juste que vous sortiez de cette conférence en faisant la différence déjà entre une émotion naturelle qui ne dure pas si longtemps, qu'on peut accueillir, ça ne va pas créer d'habitude, il y a vraiment quelque chose qui est presque facile, parce qu'en général, on est en empathie avec. Je dis en général parce que ce n'est pas si évident que ça, mais là, je l'explique plus loin, mais en atelier, sinon on n'a pas fini. Et quand on n'est pas dans une réaction naturelle, on peut être soit dans un sentiment, parce que c'est quelque chose qui se prolonge en dehors d'une stimulation extérieure. Donc c'est nous-mêmes, voilà, en repensant à notre amoureux, facile comme exemple. On sent qu'il y a quelque chose physiologiquement qui est de l'ordre des émotions, mais ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment. C'est quelque chose qui se prolonge et surtout qui est déclenché par des pensées et non pas quelque chose qui se passe autour de nous. Donc c'est un peu auto-entretenu. Et quand c'est pas, du coup, je ne l'ai pas mis là, mais quand c'est pas des émotions, ça peut être aussi du stress. Il peut y avoir du stress aussi dans les émotions, bien sûr, ça se mélange. Et il y a aussi tout ce qui est réactions émotionnelles parasites, qui sont des réactions qui nous agacent, qui sont disproportionnées souvent, qui peuvent se répéter. Ça, souvent, c'est que ce n'est pas une émotion. C'est qu'il y a quelque chose de parasite et qu'il faut aller soit à creuser, voir ce qu'il y a en dessous dans l'iceberg, soit détricoter parce que là, c'est un peu compliqué. C'est toute la grammaire émotionnelle après. Mais ça ne s'accueille pas du tout de la même façon. C'est surtout ça qu'il y a à retenir, en fait. Les intelligences sont multiples. Il n'y a pas que celles qui se mesurent avec le QI, qui mesure juste la logique et le côté apprentissage cognitif, logique, mathématique. C'est celle-ci, en fait. Il y en a plein d'autres. Je ne vais pas vous les détailler, mais dans celle-ci, il y a l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle aussi, qui est en fait l'intelligence émotionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce que c'est?
l'empathie. En tout cas, l'empathie... Oui. La capacité à percevoir chez l'autre ou chez soi-même, en fait, c'est être en dedans et en dehors dans une situation. C'est-à-dire qu'on peut percevoir des signes qui ne sont pas forcément verbaux et que ça nous fasse comprendre une situation globale, mais je ne sais pas très bien à l'expliquer. Disons que ça nous permet de voir une situation dans son ensemble et pas que forcément sur ce qu'on voit de façon directe comme ça, quoi. Tu veux dire en surface? Ouais, en surface. On perçoit quelque chose, mais qui n'est peut-être pas tout à fait... qui n'est pas palpable forcément. Qui n'est pas forcément palpable. Un mélange de métacognition et d'agilité dans les relations interpersonnelles. Oui. J'ai beaucoup mieux dit. Je dirais que l'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence instinctive. C'est-à-dire qu'on réagit d'instinct à une... Par exemple, face à un danger, on va avoir une intelligence... On va avoir une intelligence finalement émotionnelle, puisqu'on va réagir. Un exemple, une voiture qui arrive, hop, je vais prendre mon enfant, mais je vais le faire sans réfléchir pour pas qu'il se fasse écraser. Donc c'est une intelligence instinctive. En tout cas, le fait de pouvoir avoir la bonne réaction à ce moment-là, ça montre que tu n'es pas, toi, figé de stress, par exemple. Donc ça va être que tu vas pouvoir effectivement gérer quelque chose qui pourrait créer beaucoup d'émotions, beaucoup de stress et figé. Parfois, les mamans sont souvent figées aussi quand leur enfant a vraiment quelque chose de grave, même les convulsions, etc. Ça peut être très désarçonnant. Et être capable de réagir à ce moment-là, c'est aussi savoir effectivement se connaître soi-même et savoir prendre du recul sur les choses. Bon, je vais aller vite parce que si j'y arrive, c'est... Pour finir, là, je vais vous... Est-ce que vous voulez lire... Allez, quelqu'un lit le premier paragraphe. Si vous test de vue. C'est dur ou... Ça va? Non, c'est vrai? Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à réguler ses réactions émotionnelles et de stress, à identifier ce qu'on éprouve, savoir mettre des mots dessus, en comprendre l'origine, en reconnaître le déclencheur immédiat et les causes plus cachées. C'est savoir exprimer de manière appropriée ce qu'on ressent pour que ce soit entendu sans blesser autrui. Est-ce que je continue ou... Est-ce que si vous avez des questions pendant... Enfin, que vous lisez, déjà, vous m'interrompez. Oui. C'est mesurer l'impact sur les autres de notre attitude envers eux. C'est bien sûr aussi la capacité à reconnaître les émotions des autres et à y réagir avec justesse et empathie. C'est ne plus avoir peur de nos peurs tout en sachant les dépasser. C'est ne plus se mettre en colère contre quelqu'un qui n'y est pour rien, parce qu'on n'ose pas s'exprimer face à la personne qui nous a fâchés. C'est savoir pleurer quand on est triste et sauter de joie quand on est joyeux. C'est savoir s'apaiser quand nos réactions sont démesurées. Bon, moi, je n'ai pas besoin, mais... Ok, donc en fait, c'est tout un programme. Hein. C'est déjà soi-même être conscient de là où on en est, de ce qu'on ressent, etc. Et puis être disponible pour voir en face, comprendre ce qui se passe chez l'autre, pour avoir les réactions relationnelles, par exemple ici. Ne pas, en fait, ce qui s'appelle projeter sa colère sur quelqu'un d'autre. Par exemple, si voilà, notre patron nous a énervés au travail et que finalement, on va plutôt s'en prendre au chien, par exemple, oui. C'est pas approprié. Hein. Et c'est savoir aller le dire en face de la personne qui est concernée parce que ça demande déjà la conscience que c'est bien ça, que c'est bien lui qui nous a mis dans cet état-là, etc. Mais c'est pas forcément évident à faire. Savoir pleurer quand on est triste, sauter de joie quand on est joyeux. C'est pas forcément des choses que les adultes font beaucoup.
mais ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Et ça fait partie de ce qu'on a intérêt à apprendre, peut-être pas, mais en tout cas à accompagner nos enfants pour qu'ils puissent, eux, le faire et vivre dans cette intelligence émotionnelle qui va leur permettre tout plein de choses, comme, alors, je vais sauter ça. Je vais aller directement ici. Ou là, non, ici. Voilà. Les aider à devenir des adultes autonomes, intelligents, responsables et empathiques. Parce que finalement, c'est ça qui est la compétence qui permet le plus de réussite dans toute la vie, même professionnelle. Je pense que vous en avez une idée. Donc, ça, j'ai un petit peu dit, c'est la co-régulation. Je passe. Maintenant, est-ce que vous avez encore un peu d'énergie et de... Mince, j'avance ou je recule? Pour que je vous parle des ateliers Filiosa. Je vous explique un peu comment ça se passe. Alors, Isabelle Filiosa, qui connaît ici? Pas tout le monde. Alors, c'est une psychothérapeute qui a d'abord écrit beaucoup de livres de psychologie, mais quand elle a commencé à s'intéresser à la parentalité, c'est là qu'elle a commencé à être vraiment connue et du coup à accompagner beaucoup de parents et presque se spécialiser là-dessus. Aujourd'hui, c'est elle qui a été mandatée par le gouvernement pour construire le projet des 1000 premiers jours. Donc on n'en a pas entendu beaucoup parler parce que c'était le premier confinement, mais c'est ça notamment qui a rallongé le congé paternité et il y a eu plusieurs comme ça petites lois qui ont été passées par rapport à ça et à l'accompagnement global des 1000 premiers jours de l'enfant qui commence pendant la grossesse. Elle a aussi écrit tout un tas de livres sur la parentalité. Je crois qu'il y en a plus de 40 qui sont traduits quand même en 28 langues, donc il y a quand même un rayonnement international. Et donc, Isabelle Filiosa, elle a créé des ateliers pour les parents pour apprendre justement à la fois les informations qu'elle n'arrête pas d'ailleurs de collecter un peu partout grâce aux neurosciences, mais pas que. Et qui sont vraiment apportés à la connaissance des parents pour aider les parents à avoir des repères sur leur parentalité qu'ils découvrent, puisqu'on est effectivement dans une phase de transition. Et dans ces ateliers, ce qui se passe, c'est qu'on ne fait pas que de la théorie, un peu comme ici. On a beaucoup d'expériences, de jeux de rôle, d'exercices qui font plutôt sentir les choses que comprendre, ce qui peut souvent arriver à des impasses quand on est juste en train de parler comme ça, d'échanger. Il n'y a que le mental qui travaille et en fait, on perd beaucoup d'informations. Et ça permet donc d'apprendre... c'est tout un programme. Donc il y a la gestion, donc aujourd'hui j'ai parlé un peu de choses qui sont abordées dans les deux ateliers qui sont vraiment les piliers, la base de tous les autres ateliers, qui sont les basiques d'ailleurs à avoir suivi avant les autres, puisque c'est la base de son approche. Donc tout ce qui accueille des émotions, qui est vraiment sur tous les âges de l'enfant, et Stop aux crises qui s'appelle comme ça, mais qui est axé surtout sur le stress, la gestion du stress de l'enfant, du stress du parent et tout ce qui vient s'entremêler là-dedans et comment on fait face à des comportements excessifs, difficiles qui sont liés au stress notamment. On apprend quand même aussi des choses dont je n'ai pas du tout parlé aujourd'hui, comment savoir donner des consignes et des règles claires et qu'elles soient applicables, parce que souvent on a envie que notre enfant il sache respecter les règles et qu'il le fasse déjà avec nous aussi. Sauf que souvent, ça ne marche pas. Donc là, on fait vraiment tout le point là-dessus sur comment faire pour que ces règles soient vraiment
respectée, applicable et pertinente pour lui. Puis voilà. Après, en gros, l'idée, c'est qu'il y a toute une méthodologie dans chacun des 2 ateliers que vous pouvez réutiliser sur toutes les situations. Vous arrivez en atelier avec une situation précise, c'est frustrant, hein, avec un seul enfant, et puis c'est sur celle-ci qu'on va travailler pendant tout l'atelier. Et comme ça, vous allez pouvoir apprendre vraiment à maîtriser la méthode pour comprendre, décoder, et puis accompagner l'enfant, et puis lui enseigner des compétences sur une situation donnée. Une fois que vous l'avez fait pour une, en fait, vous allez pouvoir l'appliquer aux autres. Et puis en plus, il y a les autres parents qui sont là, qui ont leur situation. Et puis bien sûr, je ne ferme pas les échanges s'il y a d'autres questions pendant les ateliers. Et ça, c'est vraiment pour les 2 pans. Donc ici, accueillir les émotions, on est sur les émotions naturelles. Par exemple, le tableau que vous avez vu tout à l'heure, on le voit beaucoup plus en détail parce qu'on voit comment chaque émotion peut se manifester, comment on l'accueille, etc. Et puis, on voit aussi ce que c'est les émotions parasites et comment on fait dans ces cas-là. Voilà. Là où Stop aux crises est plus sur les réactions de stress. Donc ça, c'est les piliers. Et ensuite, ce sont des prérequis en fait aux autres ateliers. Voilà. Qui portent très bien leur nom. Je n'ai plus peur, donc pour traiter les petites peurs comme les très grandes. Voilà. Et puis les techniques d'écoute, là, c'est vraiment, c'est presque un 3e pilier parce que l'écoute, finalement, quand on va en finesse dans l'écoute, on va avoir la capacité de résoudre la plupart des problèmes. Donc, on revient vraiment en détail sur comment faire pour écouter. Il n'y a pas que se poser et rien dire. Enfin, et puis, il y a toute la communication aussi qui est vraiment approfondie dans cet atelier-là. Et puis, il y a les autres ateliers. Bon, alors, à part le 0-1 an, où là, c'est plutôt pour les parents de bébés ou les futurs parents qui ne savent pas encore à quel point ils en ont besoin. Les ateliers fratrie et ado, donc, qui sont souvent les plus demandés, se basent sur les ateliers Stop aux crises et accueil des émotions, puisqu'on a déjà ça comme bagage et on le reprend et on va beaucoup plus loin avec la fratrie, par exemple, qui n'est plus la relation entre le parent et l'enfant, mais le parent et les 2 enfants avec leur relation entre eux. Donc ça rajoute quand même une complexité supplémentaire. Et ça nécessite d'aller regarder comment on fait pour accompagner la gestion des conflits qui font partie de la vie et comment faire pour que la fratrie se passe au mieux et l'adolescence aussi se passe au mieux avec tous les risques que ça comporte et comment on fait pour les prévenir, etc. Donc voilà. Comment ça se passe ? Alors, ça, c'est des avis que j'ai eus sur les ateliers. Donc les parents, alors ce qui est ça c'est celui qui m'a fait le plus rire, il faut le faire, c'est un papa, hein. C'est concret et ça va droit au but. Les ateliers, comment ils se déroulent, alors c'est tout petit mais c'est juste pour vous afficher la page d'inscription. En fait, bon, c'est pas très parlant, désolé, mais au moins vous voyez où ça se trouve. C'est peut-être plus parlant comme ça. En fait, les ateliers, je les découpe en 3 parties parce que ça permet de revenir 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines après et de voir qu'est-ce qui s'est passé entre les 2. Et donc d'avoir un retour d'expérience sur déjà tout ce qu'on a vu en une demi-journée qui est en général assez dense. Et voilà, ça permet d'ancrer plus efficacement en fait les différentes choses qu'on voit. Donc c'est pour ça que je propose 3 dates à chaque fois. Par exemple, le prochain atelier Stop aux crises, c'est sur 3 samedis et c'est les après-midi. Voilà, en général les gens me disent mais ah oui, il y a 3 dates au choix, mais non en fait c'est 3 parties. Alors c'est un peu contraignant. Si jamais, alors, est-ce qu'il y a des personnes déjà qui sont intéressées pour suivre les ateliers ? Peut-être. Et est-ce que le samedi après-midi c'est envisageable ou est-ce que s'il y a des personnes qui préfèrent les soirées, qui préfèrent
tout faire d'une journée entière. Ça peut être envisageable de se mettre sur deux. Oui, c'est pas enfin, après ça dépend les dates, mais ouais, c'est pas évident. Au niveau du samedi après-midi ou des soirées? Bon, à voir. Après, bon. Voilà, moi j'ai terminé. Oui. Par exemple, il faudrait commencer par l'atelier émotion. Par l'atelier stop, plutôt. C'est plutôt l'atelier stop aux crises le premier. Après, bon, l'un ou l'autre, c'est pas grave. Du moment que les deux sont là, après, en fait, c'est surtout qu'ils sont complémentaires entre eux. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les ateliers? Oui. Alors, éventuellement. Parce que là, je garde le mic parce que c'est enregistré. Donc, Antonine annonce que sa conférence est terminée. Mais le meilleur moment arrive, le moment informel où vous pouvez échanger directement avec elle. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a mis des gâteaux, on a mis des jus de fruits, on a de l'eau chaude pour faire du thé. Pour ceux qui veulent du café, il faudra juste aller se déplacer jusqu'au bar pour voir avec Juliette. Et même si on n'est pas vendredi, il y a des crêpes. Voilà, parce que à Image, le vendredi, c'est crêpes parties tout le temps. Moi, je voudrais remercier Antonine. Alors, je me suis retenu depuis le début de poser des questions, d'intervenir pour vous laisser à tous la place de faire ça. Voilà, mais moi j'étais là, waouh, j'avais mon cerveau à fond, enfin voilà. Donc, et juste pour finir, j'ai oublié en introduction de vous dire un truc qui est vraiment important par rapport à nous, Images, c'est qu'aujourd'hui notre ambition c'est de ressembler à l'usine à chapeau de Rambouillet. Donc si vous ne connaissez pas l'usine à chapeau, allez regarder et dites-vous que dans 5 ans, on sera à l'usine à chapeau de Noisy-Bailly. Okay, et qu'on reste une association, on est indépendant et on travaille pour vous, pour les habitants, et on peut construire des projets comme les projets qu'on construit avec Antonine, avec n'importe quelle personne qui pourrait habiter sur Bailly ou Noisy. Voilà, donc sentez-vous libre de prendre un verre de jus de fruits, de prendre un gâteau, de prendre un thé, et surtout sentez-vous libre de pouvoir questionner Antonine ou même de questionner entre vous, parce qu'on est tous peut-être des papas et des mamans et on a peut-être des choses à s'apprendre. Voilà, j'ai terminé de mon côté. Et je voudrais que vous applaudissiez Antonine, s'il vous plaît.